À la une ce soir, la grève des agents de la CTM suspendue. L'annonce de poursuites judiciaires pour entrave à la liberté de circuler aurait influencé la décision de l'intersyndicale. La CTM a de son côté décidé de ne finalement pas poursuivre la procédure. Une mobilisation risque en revanche de s'intensifier au sein de la CACEM. Un appel à manifester demain a été lancé pour relancer les négociations. Le siège de la communauté d'agglomération a été bloqué par une dizaine d'agents aujourd'hui. La 8e édition de la Semaine de l'Industrie a commencé aujourd'hui. Son principal objectif, faire découvrir des métiers en pleine expansion. Le thème retenu cette année est l'industrie connectée. Et puis enfin, nous reviendrons sur la 9e édition du Critérium des quartiers qui s'est achevée hier après-midi au Lamentin. Une compétition remportée par Willy Roseau, décidément en grande forme pour ce début de saison. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition que vous pouvez retrouver en direct sur Facebook. Alors que leur mobilisation s'intensifiait au fur et à mesure depuis une semaine, les agents de la CTM ont finalement choisi de suspendre leur mouvement. Deux raisons. Le départ d'Alfred Marie-Jeanne, avec qui les membres de l'intersyndicale souhaitaient négocier, mais surtout une annonce de poursuite judiciaire pour entrave à la liberté de circuler suite au blocage du siège de la CTM la semaine dernière. Une délégation d'une 50aine d'agents s'est donc rendue au tribunal de grande instance, mais surprise, aucune plainte n'aurait été déposée. Explication d'Alizé Lutran et de Guy-Raphaël René. Quelques minutes à peine après leur arrivée, c'est la consternation. Les agents territoriaux ressortent sans même avoir été entendus par un juge. Nous étions prêts à assister au tribunal, nous étions préparés et en fait nous avons appris que le tribunal n'avait pas été saisi. En fait c'est vraiment se moquer du monde et ce sont certainement des mesures d'intimidation et c'est ce que nous dénonçons tout le temps en ce moment à la CTM. La plainte n'a pas été déposée, donc en fait c'est un document qui nous a été adressé en réalité, mais la plainte n'a pas été déposée au tribunal. Après 6 jours de grève, le mouvement est pour l'heure suspendu. Mais les agents se défendent d'avoir bloqué les accès de la collectivité. Mardi dernier, quand ça a été bloqué, ça n'était pas nous, puisqu'on a bien constaté que mardi, l'ensemble des personnels étaient stationnés à l'intérieur de la CTM, donc on n'a jamais empêché à qui que ce soit de travailler, sauf qu'on n'a pas pu rentrer parce qu'il y avait un mouvement de grève de la CFTU, et on nous accuse d'avoir bloqué, d'avoir mis des chaînes, alors que c'est elle-même la CTM qui mettait des chaînes. Nous avons toutes sortes de photos, parce que nous avons aussi fait nos photos, qui prouvent que c'est la CTM qui mettait des cadenas. De son côté, la collectivité, par la voix de son avocat, Philippe Edmond-Mariette, a estimé qu'il n'y avait plus lieu de mettre en œuvre cette procédure d'assignation, les grévistes ayant suspendu leur mouvement. Les agents territoriaux attendent maintenant le retour de leur employeur et seul interlocuteur, Alfred Marie-Jeanne, en ce moment à Paris pour être jugé dans l'affaire Green Parrot. À la fin du mois, ils ont promis de durcir leur grève. Autre rassemblement au tribunal de grande instance, mais cette fois-ci, il s'agit des avocats qui protestent contre l'installation de box vitrées pour les détenus depuis le début du mois de mars. Une grande partie des magistrats s'est réunie lors d'une audience pour dénoncer pacifiquement une architecture déshumanisante. La présidente du tribunal a finalement renvoyé l'affaire du jour. Voyez les précisions recueillies par Alizé Lutran et Guy-Raphaël René. Nous avons, au nom du serment que nous avons prêté, une obligation impérative qui est en tout temps, et quelle que soit la difficulté, d'assurer à la fois le principe du contradictoire, mais de permettre à des hommes et des femmes à qui la justice pénale reproche des choses, de comparaître avec une égale dignité, parce que ce sont des êtres humains. Alors c'est vrai que durant la semaine de cour d'assises, on peut regretter un certain nombre de choses. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut laisser place à l'apaisement et puis peut-être envisager des solutions juridiques et judiciaires en dehors de la négociation qui peut se tenir avec les chefs de cour et de juridiction et du tribunal de grande instance de Fort-de-France, au regard de la décision prise par Madame le garde des Sceaux, qui est un acte de gouvernement et qui a annoncé le 22 décembre 2017 le gel de toute construction pendant l'exercice 2018, avec un état des lieux dressé par la chancellerie sur les défauts et les difficultés relevées par rapport à la comparution d'êtres humains dans ces cache-box vitrées. On annonce un certain nombre de réformes et on s'aperçoit que ceux qui sont les professionnels de la justice, les greffiers, les magistrats, les avocats, ne reçoivent les éléments que quand les idées sont déjà lancées. Pratiquement, on a envie de dire, les dés sont jetés. Quand on nous dit qu'on va supprimer pour partie la cour d'assises pour remplacer pour un certain nombre d'infractions jusqu'à 20 ans par un tribunal criminel, là encore, cela nous interpelle. On a donc besoin d'une véritable concertation. Elle doit se tenir au niveau parisien, au niveau de la chancellerie, mais elle doit aussi
se tenir à la Martinique. Et j'ajoute que les avocats de Martinique prévoient de relayer ce mercredi l'opération nationale Justice morte pour dénoncer des réformes judiciaires qu'ils jugent incohérentes. Mobilisation toujours, un appel a été lancé à l'ensemble des syndicats territoriaux de la SMTVD et de la mairie de Saint-Joseph à manifester demain. Le siège de la CACEM a été bloqué dès aujourd'hui par une dizaine d'agents affiliés à l'USAM territoriaux. La section syndicale affiliée à l'UGTM élue en 2014 ne serait pas reconnue par le président de la CACEM et il aurait refusé de négocier aujourd'hui avec les membres. Les grévistes prévoient donc de durcir le mouvement de grève en l'étendant aux autres sites de la communauté d'agglomération. Voyez les précisions recueillies par Alizé Lutran et Guy Raphaël René. En novembre 2017, les camarades ont été éjectés du CHSCT. D'accord ? Aujourd'hui, on envoie un courrier, une note à l'ensemble du personnel via les messageries, les informant que l'USAM territorial CACEM n'a plus le droit de siéger au sein des instances présentes dans la collectivité, à savoir au CHSCT et en CT. Nous admettons que ce n'est pas possible. Que celui qui doute, qui met en doute notre légitimité, qu'il aille au tribunal administratif. Le président de la CACEM n'est pas un juge administratif. Le siège social administratif de la CACEM n'est pas un tribunal administratif. Nous bloquons pour commencer le siège administratif de la CACEM, mais nous allons intensifier le mouvement s'il faut, que nous attendons que l'édilité de la CACEM soit prête à nous recevoir. Nous avons contacté le président ainsi que le vice-président, personne n'a répondu. Nous sommes là, nous attendons leur qu'ils viennent à nous. Tant qu'ils ne viendront pas, nous continuons le mouvement et nous allons surtout l'intensifier. Il ne faut pas qu'ils se pensent que ce sera que le siège. Les autres sites aussi seront impactés. Et le président de la CACEM a réagi par communiqué en déclarant, je cite, « J'ai reçu les représentants de ce syndicat le 12 mars dernier afin d'entendre leurs revendications. Le climat de cet échange n'ayant pas permis un dialogue constructif, les éléments juridiques en ma possession sur leur représentativité n'ont pas pu être entendus. Un constat d'huissier a fait suite au blocage de ce jour et il leur a été demandé de libérer les accès sans délai. » Fin de citation. En bref, un homme de 77 ans a été agressé au coutelas à son domicile au quartier Fond-Cacao, au Morne-Rouge. Les faits se sont déroulés hier soir. Il semblerait que ce soit des individus venus cambrioler la maison du septuagénaire qui en serait à l'origine. Blessé au visage, aux bras et aux jambes, il a été pris en charge par les secours puis héliporté vers le CHU Pierre Zobda Kitman. Les agresseurs, quant à eux, seraient toujours en fuite. Des visites d'entreprises réparties dans les 4 coins de l'île, la 8e édition de la Semaine de l'Industrie a commencé aujourd'hui. Son principal objectif, faire découvrir des métiers en pleine expansion. Le thème retenu cette année est l'industrie connectée, une occasion pour les acteurs d'aborder la transition numérique. Reportage de Sandrine Claude. Nous avons aussi recruté 70 jeunes sur la Martinique et sur les 3 dernières années, avec une augmentation de nos effectifs de plus de 40 personnes. L'industrie, un secteur qui recrute. À travers plusieurs visites d'entreprises, pour les dirigeants, cette semaine, c'est surtout l'opportunité d'attirer leurs potentiels futurs salariés, les scolaires. Leur donner un peu le goût des métiers qui existent en Martinique et en plus en ce moment je dirais qu'on a des opportunités avec la transition énergétique, la transition numérique. C'est de l'emploi, c'est des opportunités de métiers, c'est des opportunités de valorisation du patrimoine de la Martinique. Donc c'est bien d'en parler aux jeunes maintenant pour qu'ils puissent se projeter et choisir les bonnes filières. Cette année, c'est la digitalisation qui est mise en exergue. Le processus n'est pas réellement en vogue sur l'île. Amélioration des performances, réduction des coûts, c'est pourtant un atout non négligeable pour les entreprises. Plus une entreprise grossit en taille, plus on a du mal à suivre complètement ce qui se passe à l'intérieur. Et donc l'intérêt, c'est justement de récupérer des informations, de les synthétiser, d'avoir des tableaux de bord de suivi qui nous permettent d'avoir des indicateurs de performance, de la qualité de fonctionnement de notre entreprise, savoir où est-ce qu'il faut faire des efforts, où est-ce qu'il faut mettre en place des nouveaux processus, améliorer les processus. Devenue incontournable, la transition digitale a tout de même un coût. L'investissement est particulièrement difficile pour les PME. La Chambre de commerce et l'industrie de la Martinique accompagnent tous ceux qui sont de taille plus réduite, pour lesquels le process et la transformation coûtent cher. Et donc nous avons un programme d'accompagnement des entreprises martiniquaises de plus petite taille à leur transformation digitale. 7 entreprises ont accepté cette semaine d'ouvrir leurs portes aux scolaires, une démarche qui pourrait pourquoi pas susciter de nouvelles vocations.
Et vous l'aurez compris, si les industries doivent toujours être plus connectées, elles sont également invitées à se tourner vers les énergies renouvelables. Certains modèles fonctionnent déjà très bien, à l'image du barrage de Saint-Saul à Sinnamary en Guyane qui bat aujourd'hui des records de production. 67% des besoins du littoral sont couverts grâce à ce barrage, ce qui place la Guyane en tête des territoires utilisant les énergies renouvelables. Voyez ce reportage de Pierre Tréfou. Il fournit plus des 2/3 de l'électricité consommée en Guyane et a une capacité de production de 500 GWh par an. C'est le barrage de Petit-Saut. 60% de l'électricité du littoral est produite ici et 50% de son électricité est produite de manière renouvelable. En 2017, il établit un record de production de 545 GWh. Il y a même eu 2 records battus en 2017. Le premier a été un record de production au barrage de Petit-Saut, obtenu en 2017. Alors certes, il y a eu beaucoup d'eau en 2017, mais pas seulement. Il y a eu surtout des hommes et des femmes qui se battent au quotidien, qui sont mobilisés, engagés H24 pour permettre d'avoir des turbines et turbiner l'eau H24. Installé entre les communes de Sinnamary et de Saint-Élie, le site de la centrale hydraulique est un milieu exceptionnel pour les employés. La centrale de Petit-Saut, elle est très isolée. Donc on est en plein cœur de la forêt amazonienne, ce qui en fait un lieu très particulier, peu accessible et assez mystérieux du coup parce que voilà, tout le monde ne peut pas emprunter la route de Petit-Saut, venir le visiter. Donc c'est un lieu assez, assez isolé, mais sinon un super lieu parce qu'on produit beaucoup d'électricité. On est une trentaine un peu sur site. Donc une petite équipe, ce qui permet de bien se connaître. Le barrage de Petit-Saut a produit ses premiers kilowattheures en 1994, grâce à une retenue d'eau colossale. Les 3,5 milliards de mètres cubes d'eau retenus par le barrage rendent le milieu très corrosif pour les installations, notamment pour les 4 turbines du barrage qui doivent être aujourd'hui rénovées. Cette rénovation a commencé par les services généraux il y a 1 an. Et elle a continué avec l'arrêt du G4 que vous voyez au fond. Donc ce groupe est arrêté depuis décembre et sera remis en service au mois courant avril-mai. Ensuite, en septembre, on arrêtera le G1 et l'année prochaine, on arrêtera le G2 et l'année d'après, on arrêtera le G3. Ce qui veut dire qu'on finira la rénovation en 2020. EDF souhaite étendre la distribution et la production d'énergie en Guyane. De nouvelles lignes de distribution sont prévues entre Maripasoula et Papa-Echton, ainsi que 3 nouveaux dispatchers pour fournir davantage de communes sur tout le territoire guyanais. Un modèle de transition énergétique suivi de près par la Guadeloupe qui prévoit de renouveler très rapidement son parc éolien. La communauté d'agglomération du Nord Grande Terre ambitionne de démanteler le parc actuel pour en faire un neuf plus performant qui pourrait subvenir chaque année aux besoins en énergie de près de 8000 habitants. Reportage d'Anne-Elisabeth Hertzen, Patrick Curie et Moïse Dexter. C'est un vaste projet lancé par EDF Énergie Nouvelle en partenariat avec la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre et la ville de Petit-Canal pour le renouvellement du parc éolien vieillissant. 14 éoliennes de nouvelle génération seront alors installées. Ce seront des éoliennes actuelles, donc avec des mâts tubulaires et des éoliennes avec 3 pales. Là, actuellement, vous avez des éoliennes bipales et il y aura 3 pales. Elles seront plus puissantes que les éoliennes actuelles et avec moins de machines, puisqu'on a 32 machines aujourd'hui, il est prévu d'en mettre 14. Avec moins de machines, on fera plus de puissance et donc on participera à l'accroissement de la puissance éolienne de la Guadeloupe. Une convention qui vise aussi à favoriser l'emploi, l'insertion et la formation du public sur le territoire du Nord Grande Terre. Nous avons des jeunes qui sont en chômage, qui ont peut-être des capacités à venir travailler sur le site. Et là, il y a, dont j'oublie, je crois que c'est 1500 heures pour des jeunes en insertion. Donc c'est aussi un projet qui va permettre à des jeunes de s'insérer. Alors maintenant, ce qui aurait été bien, ce sont des jeunes qui auraient pu venir apprendre pour pouvoir, après, construire soit leur propre entreprise, ou alors, si encore dans la Guadeloupe, il y a encore des éoliennes, eh bien, avoir des CDI. Les travaux de démantèlement commenceront en juin 2018 et les travaux de construction, quant à eux, devraient débuter d'ici avril 2019 pour une mise en service effective dès mi-mai 2019.
Restez avec nous à suivre dans cette édition la visite du directeur général de la Croix-Rouge qui a inauguré ce matin un espace à Fort-de-France pour accompagner entre autres les victimes de la prostitution. Et puis nous parlerons également de la sortie d'un ouvrage guide de la Martinique qui s'adresse essentiellement aux personnes en situation de handicap. Mais avant, parlons de cet événement qui est organisé au campus de Schellcher du 20 au 23 mars prochain. Un colloque international consacré à l'œuvre d'Édouard Glissant réunira des universitaires et des artistes venus du monde entier. Et pour en parler, nous recevons un professeur à l'université d'Emory d'Atlanta, spécialiste d'Édouard Glissant, Valérie Loichaud, et Myriam Moïse, maître de conférence à l'université des Antilles. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ravie d'être ici. D'ailleurs, on va commencer avec vous. Vous êtes spécialiste d'Édouard Glissant. Comment est perçu cet écrivain? Alors, je dirais que depuis les années 90 environ, Édouard Glissant est devenu un penseur important, un penseur associé au postcolonialisme, mais aussi aux idées de créolisation aux États-Unis avec la traduction de ses œuvres, le discours antillais et puis poétique de la relation. Et j'ai eu la chance d'étudier avec lui à Bâton Rouge quand j'étais son élève à Louisiana State University de Bâton Rouge. Et bon, les États-Unis ont une quantité d'étudiants de doctorat, mais aussi d'autres niveaux qui écrivent des thèses sur Glissant, sur des sujets aussi variés que sa perception du littoral, du tout-monde, la créolisation, la relation, etc. Donc sa pensée et ses concepts résonnent vraiment aux États-Unis. Alors, bizarrement, il était un peu moins reconnu qu'Aimé Césaire en Martinique. Comment c'est aux États-Unis, c'est pareil ou il a un peu plus de reconnaissance? Je crois qu'Aimé Césaire est bien sûr reconnu aux États-Unis comme un des plus grands poètes, pas seulement de la Martinique, mais un des plus grands poètes. Et je dirais que Glissant est reconnu surtout pour ses essais, pour sa pensée philosophique. Alors que ses poèmes aux États-Unis sont un petit peu moins bien distribués et reçus. Donc c'est surtout Édouard Glissant penseur et Édouard Glissant philosophe qu'on reconnaît aux États-Unis. Et c'est le fait que vous l'ayez côtoyé qui vous a donné envie de vous spécialiser? Tout à fait, parce qu'en arrivant à Bâton Rouge, je ne connaissais pas Édouard Glissant. J'aimais déjà beaucoup la littérature du Sud, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique latine, Carpentier et Garcia Marquez. Donc c'était vraiment une découverte, une rencontre. C'était le début des années 90, donc une époque où Glissant n'était pas encore très connu dans les milieux francophones. Donc c'est cette rencontre au départ qui m'a donné cet élan. Alors justement, un colloque, on le disait, sera organisé pour mettre en valeur justement toutes les œuvres de cet auteur. Alors ma question c'est, ce colloque aura plusieurs lieux, en tout cas 2 lieux, dont une délocalisation à Sainte-Marie. Absolument. Que va-t-il se passer sur place? Est-ce que c'est ouvert à tous déjà? Oui, absolument. C'est ouvert au public. Donc, c'est un colloque qui se déroule en plusieurs temps. Nous avons commencé aujourd'hui avec le Diamant, la matinée poétique Édouard Glissant. Jeudi, effectivement, nous allons à Sainte-Marie. Cette journée est intitulée de Besaudin au tout-monde. Donc, c'est une journée qui est ouverte au public. La matinée consistera à visiter l'habitation Pied en l'air. Et l'après-midi, il s'agira en fait de doctorial. Donc, nos jeunes chercheurs pourront donc exposer leurs travaux de recherche sur la pensée d'Édouard Glissant. Donc, c'est véritablement un espace de réflexion sur Édouard Glissant. Sainte-Marie ? Eh bien, écoutez, nous sommes allés au Diamant et également à Sainte-Marie. Alors, bien évidemment, Sainte-Marie parce que c'est le lieu de naissance d'Édouard Glissant. Et puis, nous avons choisi Sainte-Marie pour permettre une traversée, puisque nos conférenciers viennent de loin. Je rappelle que nous avons des conférenciers internationaux qui viennent d'Arabie Saoudite, des États-Unis, bien évidemment, mais également, bien sûr, de la France hexagonale. Donc, nous avons vraiment voulu proposer un parcours et un espace de réflexion, un espace ouvert à l'image du tout-monde d'Édouard Glissant. À qui s'adresse ce colloque concrètement? Qui peut y participer? Qui peut venir?
Eh bien, écoutez, ce colloque s'adresse au public. C'est un espace ouvert puisque nous avons des moments extrêmement variés. Par exemple, nous avons une conférence musicale avec Mario Canonge et Luther François, donc sur le jazz et poétique du chaos. Donc c'est véritablement un espace, ça se fera au Grand Amphi, donc à l'amphi Michel Louis, sur le campus de Schellcher. Donc c'est un espace ouvert et totalement accessible et gratuit. Nous avons également une performance de l'écrivaine Fabienne Canor, l'écrivaine martiniquaise, qui fait partie de nos invités. Donc nous avons vraiment plusieurs temps et je crois que le public peut trouver chacun y trouvera absolument son compte. Et je voudrais aussi mentionner les 2 conférences inaugurales qui ont lieu dès demain puisque l'ouverture officielle du colloque se fera demain matin à l'amphi Hélène Sellaï avec 2 conférenciers majeurs sur la pensée glissantienne, le professeur Alexandre Lepin de Louisiana State University et également le professeur Jacques Courcil, professeur émérite de l'Université des Antilles. Alors, la conclusion de ce colloque se fera à l'Impératrice à Fort-de-France avec la remise du prix Micéa remis aux meilleurs jeunes chercheurs en hommage à l'un des personnages féminins majeurs de l'œuvre magistrale d'Édouard Glissant. Une remise de prix qui pourrait être reconduite, dites-nous en plus. Absolument, et c'est une question de financement puisqu'il s'agit, ce colloque est financé par un programme d'excellence, un Partner University Fund entre Louisiana State University et l'Université des Antilles. Donc c'est un colloque qui est en fait la suite d'un premier colloque. Donc ce financement que nous avons eu nous permet cette année de remettre un prix à un jeune chercheur méritant de l'Université des Antilles, donc le prix Micéa qui lui sera remis lors de la cérémonie de clôture vendredi. Et donc nous espérons bien évidemment pouvoir pérenniser ce prix et remettre chaque année ou tous les 2 ans un prix à nos étudiants à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université des Antilles. Très bien, merci à vous 2 d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi. Et puis je rappelle que ce colloque est programmé du 20, donc à partir de demain, au 23 mars prochain. Absolument. Merci à vous. Merci beaucoup. Place au sport maintenant, avec un retour sur la 9e édition du Critérium des quartiers qui s'est achevée hier après-midi au Lamentin. Si la 4e et dernière étape est revenue à Thierry Rago de l'ECD au terme d'une échappée de 50 km, la compétition revient à Willy Roseau du Manilina Bikers. Le film de l'étape est signé Caril Chassol et José Lecherti. « 102 km sont au menu de cette 4e et dernière étape. Mais cela ne refroidit nullement les ardeurs de certains. 4 hommes se portent en tête de course, Michael Stanislas de l'UCI Martinique Cycle, Larry Lutin de Karukira Assainissement, Jean-Emmanuel Laurando de VCF Hertz et Thierry Rago de l'ECD. Un quatuor bientôt rejoint par Michael Laurent de l'UCS Martinique Cycle. Mais de 5, ce groupe passe à 3. Lutin et Laurent chutent au rond-point de la brasserie Lorraine. Devant, on ne les attend pas. Le trio Rago, Laurando, Stanislas a 2 minutes d'avance sur le peloton au rond-point de Pelletier. Des hommes qui ne sont pas dangereux au général. Résultat, le peloton, cadenassé par les sociétaires du Madina Bikers Gédimat Lagarigue, laisse faire. Et Willy Roseau est au marquage de Damien Wild du VC Toussi.
Devant, lors de l'ascension de la côte de Chemin-Lompré, Jean-Emmanuel Laurando du VCF Hertz est décramponné. Et bientôt repris par le peloton qui monte groupé. Après Laurando, c'est au tour de Michael Stanislas de l'UCS Martinique Cycle de subir la loi de Thierry Rago. Il est à son tour décroché par le sociétaire de l'ECD. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne ménage pas sa peine. Au rond-point de Mao, il a 3 minutes 12 secondes d'avance sur le peloton qui a repris Stanislas. Dans la côte de la Saphère, Christopher Hippolyte place une accélération. Le peloton laisse faire avant de revenir sur le sociétaire de Féroce. Au bénéfice des lacets entre Saint-Joseph et le Lamentin, Damien Toussaint et Kylian Alger de la POJ s'extirpent du peloton. Ils naviguent entre l'homme de tête et le peloton. Thierry Rago aborde la dernière difficulté, la côte de Roche-Carré. Il livre ses dernières forces et s'envole vers la victoire. Derrière, Damien Toussaint ne peut suivre le rythme imprimé par son coéquipier. Mais l'information, c'est que le peloton revient. Willy Wozu le fait exploser. Il sort et avale tout sur son passage. Le sociétaire du Madina Bikers Jedimat Lagarigue termine deuxième de cette dernière étape et remporte cette 9e édition du Critérium des quartiers du Lamentin. Son coéquipier, Eddy Michel Cademart, complète le podium. J'ai basculé à Basse-Gondo. Je sais qu'il y avait beaucoup de plats quand même, il y a face un gros peloton. Bon, il fallait y croire, j'ai cru. Il y avait mon entraîneur avec moi, il me parlait, il me criait, mais je sais qu'il avait confiance en moi. Alors il était obligé de prendre confiance et y aller jusqu'au bout. Il y a 2 ans, je n'ai pas su répondre présent, j'étais pas au meilleur de ma forme. Aujourd'hui, c'est aussi un test pour moi pour la suite de la saison. Je tiens également à remercier l'équipe qui a fait vraiment un travail extraordinaire. Un clin d'œil à nos partenaires, Jedimat Lagarigue, Edrock, Vélo Passion Caraïbes et tout le reste, la mutuelle Multis. Et franchement, nous sommes au Lamentin et je tiens à donner un point d'honneur à la sécurité parce que franchement, ça a été vraiment bien organisé, tous les bénévoles. Et je pense que ça a été une réussite et un grand merci au public. Notre leader, c'était Scott, c'est dommage, il est tombé hier. Et j'ai essayé de le remplacer comme j'ai pu avec mes armes, mais on n'était plus que 3. Les 2 gars qui étaient avec moi, ils ont fait un super boulot toute la journée, je pense, pour m'amener au pied de la bosse dans des meilleures conditions. Je me suis accroché, j'ai perdu encore un tout petit peu de temps. Maintenant, je garde ma 3e place au général. Je pense que l'essentiel est sauf. Il remporte Thierry Rago cette dernière étape. C'est de bon augure aussi. On sait qu'il est de l'ECD. L'ECD va organiser le trophée de la Caraïbe. D'ailleurs, il me semble que c'est lui qui avait remporté l'édition de l'année dernière. Mais en conclusion, une victoire finale de Willy Wozu du Madina Bikers qui a très bien manœuvré. Et puis une très belle étape aussi. Et comme tu le disais, la tactique mise en place a été la bonne. Et on a pu voir que ici, tout le monde est content parce que c'est une victoire à la Matinoise avec les coureurs du Madina Bikers. Donc, on espère les voir sur les prochaines éditions également. Willy Wozu du Madina Bikers remporte le Critérium des quartiers de la ville du Lamentin. Jordan Plumbert de la POJ et Damien Wild du VC Toussy complètent le podium. ATV reste tout proche de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec la visite en Martinique du directeur général de la Croix-Rouge. Gérard Combe a inauguré un espace qui permettra aux bénévoles de lutter contre l'illettrisme. La structure sera également mise à disposition des victimes de violences de la prostitution. Voyez ces précisions recueillies face à la caméra de Sandrine Claude.
Aujourd'hui, on est sur un territoire qui doit faire face à des défis majeurs, des défis sociaux dans la lutte contre l'exclusion, dans la lutte contre la précarité, dans la lutte contre le chômage, dans l'accompagnement aussi des jeunes vers l'insertion professionnelle, dans l'éducation à la santé. Voilà. Et puis aussi des défis, on sait que ce sont des territoires qui sont particulièrement touchés par des catastrophes naturelles. On l'a vu en septembre avec une saison cyclonique qui a été particulièrement violente, et dire que la Croix-Rouge, elle est là aux côtés des acteurs publics, privés, des pouvoirs publics, de la population pour répondre à l'ensemble de ces défis. On est là dans un quartier qui a des besoins particuliers. On est là pour répondre et accompagner les femmes victimes de la prostitution qui souhaitent en sortir, qui souhaitent rentrer dans un parcours d'insertion, de retour vers l'emploi, de retour vers une vie différente. Access Île, c'est le nom d'un guide de voyage en Martinique qui s'adresse essentiellement aux personnes en situation de handicap. La brochure présente tous les bons plans possibles pour les visiteurs qui ont des besoins un peu particuliers, comme la location de matériel médical ou encore des hébergements adaptés aux personnes en fauteuil roulant. C'est un reportage d'Hubert Bornil et de Valérie Vincent. Martinique Access Île, ça s'appelle, et c'est un guide qui va présenter pour les personnes en situation de handicap tous les sites magnifiques de la Martinique. On peut découvrir toutes les bonnes adresses, et c'est Noël Cicalini qui nous sort cela, un homme qui a vécu lui-même une vingtaine d'années dans le pays. C'est à l'hôtel Bambou que nous avons rendez-vous avec Noël Cicalini. L'homme se déplace en fauteuil roulant. Organisateur de séjours adaptés pour les agences de voyage, il est par ailleurs évaluateur du label Tourisme et Handicap. L'établissement a obtenu le label pour 3 familles de handicap, donc cognitif, mental, auditif et aussi moteur. Parce qu'on peut avoir pour 4, mais c'est un minimum de 2. Et donc le Bambou Hôtel, c'est un des premiers établissements en Martinique qui a fait les travaux pour obtenir ce label. Cet établissement situé à la pointe du bout aux Trois-Îlets accueille mensuellement une trentaine de personnes à mobilité réduite. Julie Bernard séjourne dans notre île depuis une semaine. Elle ne cache pas que la Martinique est sa destination de cœur. La dernière fois que je suis venue, c'était déjà aux Trois-Îlets, dans un autre hôtel. Ça m'a beaucoup plu, donc je suis revenue et je viens de découvrir cet hôtel Le Bambou qui est absolument merveilleux, entièrement accessible. Il n'y a pas un endroit où j'ai pas accès. Tout est vraiment très praticable, la salle de bain est merveilleuse. C'est donc pour offrir un peu plus de visibilité aux personnes en fauteuil que Noël Cicalini a sorti cet ouvrage qui offre des informations sur tout ce que le touriste de séjour doit savoir. Tu as tous les loueurs de matériel médical, on ne sait jamais si tu as besoin d'un lève-personne ou quelque chose comme ça. Tu vois, tu peux les appeler. Donc mes partenaires, ils sont là aussi, il y a une pub sur mes partenaires. Donc tu peux les appeler directement, ils ont l'habitude de venir au Bambou Hôtel, tout ça. Il y a un an, je me suis donc inscrit dans l'appel à projet du ministère des Outre-mer, de l'ESS, Économie sociale et solidaire, pour justement faire un guide. Et donc en étant lauréat, j'ai pu réaliser le premier guide donc, pour les personnes en situation de handicap. Notons encore que Martinique Access Île sera présent au 2e sommet mondial du tourisme pour personnes handicapées. Ça se passera à Bruxelles, 1er et 2 octobre. Pour l'instant, je te propose une petite sortie. Madame Julie, on va où maintenant? À la plage. Allons-y. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 8h à 13h sur le parking du lycée de l'AMEP à Fort-de-France. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre Zobda-Kitman au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, toujours en Tchèque. A tout de suite.